Hello, je suis ici pour vous parler du Napoléon de Sir Ridley Scott, cinéaste que j'aime personnellement beaucoup, et ce même ces dernières années. C'est la raison pour laquelle on m'a envoyé au front avec mon collègue Alex à la projection française, projection organisée en grande pompe et très remplie, alors même que le cinéaste était à Paris pour moult interviews. Mais avant de s'attaquer au sujet et de vous donner du grain à moudre en commentaire, je laisse volontiers ce cher Antoine envahir ma vidéo. Si vous voulez une œuvre autour de Napoléon qui s'amuse avec la réalité historique, il y a plus funky que le film de Ridley Scott. Ça tombe bien puisqu'on est partenaire du premier tome du livre Ars Obscura, sous-titré Sorcier d'Empire et qui est disponible en livre audio grâce à Lizzy. Si je vous dis Uchronie tendance dark fantasy en pleine période du Premier Empire, logiquement ça devrait titiller votre curiosité. Et dans ce contexte, Ars Obscura imagine comment Napoléon a justement conquis l'Europe grâce au pouvoir d'un sorcier du nom d'Elégast, quitte à ce que cette magie noire répande d'étranges phénomènes dans tout le royaume et de vilaines bébêtes. Ars Obscura, c'est à la fois imaginatif et très documenté sur l'époque, ce qui aide grandement à l'immersion de ses descriptions, tout en s'amusant d'une ambiance mystérieuse. Et pour ça, le livre audio est idéal. J'ai été vraiment plongé dans l'énergie du livre et de ses énumérations, surtout grâce à la voix ténébreuse et concernée de Yvan Lecomte. Il rend bien justice à l'efficacité des chapitres, notamment dans les scènes d'action, et adapte son ton aux divers personnages de l'univers et à des intrigues qui se croisent au fur et à mesure. Par cette rythmique de va-et-vient entre les personnages qui explicite petit à petit les fomentations des ennemis de Napoléon, Ars Obscura s'avère franchement plaisant à écouter. Et je dis ça alors que d'habitude les livres audio c'est pas forcément trop ma came. Mais surtout on se prend d'affection pour l'inventivité de son univers que l'on doit au romancier François Baranger. Il y a quelque chose de très visuel dans son écriture et c'est normal puisque le monsieur s'est d'abord fait connaître comme concept artiste de cinéma, notamment sur Harry Potter 7, avant de sortir des versions illustrées de toute beauté des écrits de Lovecraft. Il y a quelque chose d'à la fois grandiose et résolument pop dans son imaginaire et ça se retrouve totalement dans l'échelle d'Ars Obscura, qui sera d'ailleurs une tétralogie. Si vous voulez vous procurer le livre audio de Sorcier d'Empire, je vous renvoie au lien en description de cette vidéo. Petit disclaimer avant tout, je ne vais pas spoiler le film, puisqu'on peut pas vraiment spoiler ce qui est basiquement un biopic, mais je vais évidemment aborder des morceaux de sa vie relatés dans le film et la façon dont le film les traite de manière assez logique. Le cas de Napoléon est très intéressant pour nous. Aux États-Unis, ça se profile pas hyper bien au box-office avec des estimations pour le premier long week-end, donc celui de Thanksgiving, qui tournent autour des 22 millions de dollars selon Deadline. Même s'ils peuvent se tromper, ça craint un petit peu pour un véritable blockbuster dont on sait que le budget a été maintenu sous la barre des 200 millions, pour citer le producteur Kevin G. Walsh. En France, par contre, c'est une autre histoire, c'est mauvais jeu de mots. Je ne vous apprends rien en disant que l'empereur est une figure historique pour le moins appréciée par une partie de mes concitoyens, mais néanmoins largement débattue. Enfin, quand je faisais mes études, il y avait une personne qui mettait une figurine de Napoléon sur son bureau pendant les DS à chaque fois, comme une sorte de totem. Même moi, je faisais pas ça avec Godzilla, c'est pour vous dire. Et la promo ne s'y est pas trompée, ce matin encore dans le métro, il y avait des affiches avec des gros adjectifs laudatifs, écrits en plus gros que le titre, empereur, stratège. Et étonnamment, il n'y a pas cocu ou nul au lit. Pourtant, le film raconte ça aussi. Plus que ça, Napoléon est devenu une véritable arme de bataille politique, puisque, voilà, pour schématiser très vite, il est utilisé comme modèle pour les uns, comme contre-modèle pour les autres, si bien d'ailleurs qu'il a carrément un courant politique à son nom. Il suffisait de voir le bordel qui a accompagné les hommages de notre cher président, véritable cascadeur de la commémoration polémique lors du bicentenaire. Puis bon, c'est pas étonnant de comprendre pourquoi. Si on mesure l'importance des gouvernants historiques à l'impact qu'ils ont eu sur les populations du monde au moment de leur règne, en effet, Napoléon est très important. Et si on la mesure au débat qu'il suscite, il l'est encore plus. Voilà, le mec qui arrive au pouvoir avec un coup d'état, mais il a créé le code civil. Il a mis l'Europe à feu et à sang, mais c'était un conquérant. Voilà, c'est un véritable clivage à lui tout seul, et tout ce qui se fait autour de lui crée un clivage aussi. Et alors là, ça n'a pas loupé. Au moment où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti vraiment, mais c'est déjà Waterloo. Ce qui est génial, c'est que c'est presque contagieux. Napoléon fâche tout le monde, donc le film sur Napoléon fâche tout le monde, donc la critique du film sur Napoléon fâche tout le monde. Merci Ridley. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que comme la figure historique, le film divise à mort, y compris dans la fanbase. Selon ce mec-là, c'est un chef-d'œuvre. Alors attention, c'est pas n'importe qui, c'est un organisateur de dîner prestigieux, un grand humoriste, mais surtout rien de moins que le représentant de Napoléon Ier sur Terre.
Plus sérieusement, le Figaro Magazine a semble-t-il plutôt kiffé, et quand on a fait une revue de presse spécifiant sur Facebook que la critique française a moins été convaincue que la critique américaine, ce qui est vrai, les 244 commentaires en sont venus à la conclusion que si les Français aiment pas le film, eh bien c'est parce qu'ils n'aiment pas l'empereur. Bon, si vraiment la presse française avait une dent contre Napoléon, bah ça se comprendrait, hein, vu ses attaques contre la liberté de la presse et son goût assumé pour la propagande politique. En revanche, d'autres ont détesté l'approche choisie par Scott, à qui on reproche par exemple, en gros, hein, d'être un gros rageux anglais. Certains ont tranché, hein. Napoléon est bien évidemment woke, comme Hollywood, ChatGPT, Sciences Po, les toilettes et les pâtes Barilla. Pâtes qu'on ne retrouve pas dans les Disney du bicentenaire à 220 balles la part d'ailleurs. Bon, et nous aussi on a reçu notre lot d'agitation, hein, l'accusation reine étant la suivante. Si le film nous a déçus, et encore Alex a mis 3 sur 5, c'est parce qu'il ne correspond pas à une vision de l'histoire que nous aurions. Vision de l'histoire évidemment idéologique, hein, vous connaissez les gauchistes, etc. On nous a par exemple dit « Pour vous, Napoléon n'y est pas assez déconstruit hein ». Une formulation qui cherche évidemment à se moquer d'une approche sociologique de l'histoire, mais que je trouve assez intéressante comme point de départ. Parce qu'en soi, nous, on ne peut que juger l'interprétation de Ridley Scott. On n'est pas historien, et quand bien même on voudrait avoir une connaissance exhaustive de la vie du personnage, on ferait face à une bibliographie de plusieurs milliers d'ouvrages. Pour ça, le tapage autour de Napoléon vient reposer la question du lien entre cinéma et histoire. Et c'est même l'un des sujets du film, j'ai l'impression. Si le cinéma s'est très vite intéressé à l'histoire, les historiens ont attendu un peu plus avant de s'intéresser au cinéma. On cite souvent à ce niveau Marc Ferro qui, dans les années 70, écrit Cinéma et Histoire, et dans un article intitulé Le film, une contre-analyse, il regrette que les historiens ne se soient pas plus intéressés à ce médium comme source. Très vite, il cite le philosophe Benedetto Croce qui a dit « L'histoire est contemporaine ». Par conséquent, à l'émergence du 7e art, la manière de faire de l'histoire était articulée autour d'une hiérarchie qui ne le prenait que peu en compte. Or, selon lui, les films en disent long sur leur époque, y compris les films historiques. Et les exemples sont légion, même sans citer la propagande du début du XXe siècle ou les réinterprétations historiques que nous sert Hollywood depuis ses débuts, ils sont nombreux les films à trahir dans leur vision de l'histoire un point de vue, hein, donc une idéologie si vous voulez, qui leur est contemporaine. Et c'est bien normal, enfin, je parle pas uniquement du fameux tout est politique, mais aussi du rapport presque impossible qu'il y a entre cet art et l'écriture de l'histoire. Car si l'histoire universitaire est traitée comme une science, même s'il y a des débats sur ses limites, mais je vais pas me lancer là-dedans, eh ben c'est pas le cas du cinéma. C'est l'exact inverse en fait au cinéma. Le cinéma, c'est la mise en scène, c'est-à-dire une multitude de points de vue, de subjectivité, donc le plan par exemple, que tu colles les uns aux autres pour créer une subjectivité globale. Par définition, le cinéma ne peut pas rendre compte de l'histoire, et Ridley Scott a toujours joué là-dessus. Il le fait dans Napoléon, hein, je pense à la bataille d'Austerlitz, qui dans sa première partie s'intéresse au personnage éponyme, puis dans la deuxième, le cinéaste propose de nombreux plans qui représentent non pas seulement la bataille du point de vue des soldats, mais aussi leur mort, symbolisée par le passage derrière la frontière de l'eau. Il mêle volontairement deux points de vue sur la bataille, l'un est concentré sur le chef, l'autre sur les victimes. Sur ce sujet, je vous conseille un article dans la revue des médias de l'INA qui explicite tout ça très bien, je mettrai le lien en description. Au-delà de l'évidence du découpage et de la mise en scène, le cinéma ne peut pas représenter l'histoire de manière objective ou non biaisée, car il n'a pas le droit à l'hésitation. S'il montre, il montre, qu'importe les débats historiques sur la période dépeinte. Un podcast de France Culture, qui s'intitule L'histoire au cinéma, s'intéresse à cette articulation. L'un des épisodes est consacré au Nom de la rose de Jean-Jacques Hano, et l'historien Michel Pastoureau, qui a été consultant sur le tournage, a cette phrase que moi j'aime bien, « Les historiens doutent, et le cinéma doit trancher ». Je vais pas vous faire l'historique de la critique de la représentation de l'histoire au cinéma, déjà parce que j'ai pas le temps, et ensuite parce que ces débats les plus médiatisés concernent la représentation de la Shoah, et que ça s'éloigne un peu du sujet. À noter également, dans le prolongement des textes de Rivette au cahier du cinéma, la position de cinéastes français, parmi lesquels Alain Resnais, qui vont carrément mettre en scène cette impossibilité de la représentation fidèle de l'histoire. Je pense à Hiroshima mon amour, écrit avec Duras, qui évoque à la fois le bombardement d'Hiroshima et l'épuration, et qui traite les deux événements par le biais du témoignage en voix off. Il met même en scène un musée qui met lui-même en scène des images réelles des victimes d'Hiroshima. La question qu'il pose, lui et tous les gens que j'ai cités, c'est la question de la reconstitution. Et la reconstitution, c'est donc forcément une construction. Alors Papy Scott, probablement un peu saoulé qu'on lui rabâche les oreilles avec le pouce de gladiateur ou la présence de Bonaparte à la décapitation de la reine, il a expédié la question assez vite en interview, invitant plus ou moins les historiens à fermer leur gueule et en leur disant « Vous étiez là, non ? Et ben voilà ». Ok, bon, il abuse un petit peu. Les médias ont tous relevé cette phrase très provocatrice. Pourtant, dans une autre interview de la BBC, il dit un truc qui est beaucoup plus intéressant à propos de l'empereur. Il dit « Il est si fascinant, vénéré, détesté, adoré, plus célèbre qu'aucun chef ou politicien dans l'histoire. » Et c'est là qu'il révèle ses vraies intentions. Ce qui l'intéresse, c'est pas l'homme Napoléon, mais le symbole qu'on en a fait.
Il s'intéresse à un personnage construit de toutes pièces, et ce encore aujourd'hui par les centaines de commentaires sur les réseaux sociaux qui débattent de son importance. Et c'est une évidence dans le film, où il est souvent représenté comme une image d'Épinal presque. Et d'ailleurs, esthétiquement, le film s'inspire beaucoup de toutes les peintures hyper célèbres qui ont figé non pas l'homme, mais le mythe Napoléon. Il s'en inspire clairement, et d'ailleurs même l'affiche reprend une. La fin du film est très révélatrice selon moi. Le dernier plan sur l'empereur déchu ne montre pas un homme, mais une silhouette instantanément reconnaissable avec la forme du tricorne, laquelle quitte lentement le cadre. Il ne raconte pas la fin d'un homme, il écarte un symbole qui ne va pas mourir, mais patienter un peu en hors-champ avant de revenir sur le devant de la scène politique. Napoléon traite moins du général que de ce que les siècles de romantisation et de réappropriation ont retenu de lui, et c'est là-dessus qu'il est intéressant, parce que bon, du coup, il essaye de restituer les deux facettes de son mythe. D'un côté, il y a les batailles, qui sont assez longues et dont l'ampleur colle avec le côté conquérant qui séduit beaucoup, et d'un autre côté, il y a les scènes intimes, on va dire, où Scott extrapole un peu les analyses plus psychologiques autour du personnage. La première scène de sexe, c'est une vieille levrette exécutée comme une charge de cavalerie, et sa relation avec Joséphine, qui est jouée par Vanessa Kirby, n'est pas des plus triomphantes. C'est vraiment autour de ces deux aspects, qui s'opposent, mais aussi qui se lient, vous l'aurez compris, que le cinéaste articule son interprétation, n'adressant pas au passage d'autres points de sa vie qui ont été au cœur de polémiques par le passé, comme le rétablissement de l'esclavage ou la réduction des droits des femmes. C'est en s'amusant de jouer sur les deux tableaux que Scott et son scénariste David Scarpa mettent en évidence le fait que tout le monde déduit ce qu'il veut d'un personnage aussi important. Et c'est comme ça aussi qu'ils apportent leur pierre à l'édifice Napoléon. Une trop petite pierre à notre goût. Le positionnement est intéressant, mais comme je l'ai dit plus tôt, on a été plutôt déçus du résultat. Ainsi, on nous a donc dit « Ouais, vous regrettez qu'il n'est pas assez déconstruit », alors qu'en fait, on regrette plutôt qu'il ne soit pas plus construit. Au contraire, je trouve personnellement que l'une et l'autre des facettes de Napoléon, explorées par le film, restent un peu timides. Et finalement, Scott et Scarpa les survolent. Ils veulent développer cette sorte de schizophrénie qu'il y a dans le mythe napoléonien, mais ils ne lui apportent pas grand-chose finalement. La partie avec Joséphine est assez convenue, on est vraiment loin du délire décadent que concoctait Kubrick à l'époque, et la partie grand spectacle épique, eh bien même s'il y a quelques scènes de bataille pas mal, ça reste assez convenu aussi. Puis il y a toujours cette photo monochrome toute tristoune là qui rend le tout, à mon humble avis, très laid. Donc finalement, malgré tout ce bordel, le résultat est assez inoffensif et ne va pas changer grand chose à la perception du bonhomme. Peut-être c'est un problème de temps, parce que là il couvre quand même quasiment tout en 2h30, et donc ils vont très vite, il faut dropper. Peut-être que la fameuse version de 4h que beaucoup attendent de voir sur Apple TV+, va corriger le tir. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère ne pas avoir enfoncé trop de portes ouvertes, mais à force de modérer, j'arrive plus à distinguer ce qui va de soi. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, mais aussi sur le site pour nous aider à faire plus de dossiers qui nous tiennent à cœur, comme le récit des coulisses ahurissantes de Supernova ou un retour sur la filmo de Miyazaki. Et si vous nous donnez assez, peut-être qu'on enverrait à la Russie en été cette fois. À la prochaine.